Immatriculé Foxtrot, Bravo, Tango 2 fois Delta, cet appareil fut mis en service le 24 septembre 1974, il y a 3 septennats. En 36 000 heures de vol, il a parcouru 21 millions de kilomètres, 30 allers-retours Terre-Lune. 4 millions de personnes sont montées à son bord, le tout sans incident majeur. Quelle performance! Son élégante silhouette rejoint sur les portions de pistes ouvertes à la visite du musée de l'air des appareils aussi prestigieux que la Caravelle ou le 707. Même cloué au sol, réacteur muet à jamais, il continuera à faire voyager les visiteurs du musée en devenant machine à remonter le temps. Celui qui porte le nom du dieu des voyageurs est déjà entré dans la légende de l'aviation comme l'avion passion. C'est au sortir de la guerre des 6 jours en 67 que Dassault, soucieux de rééquilibrer sa parité civile-militaire, lance le Mercure. Alors là, il faut remonter effectivement à l'origine du programme Mercure. Ce qui s'est passé, c'est que dans fin des années 60, les caravelles, notamment celles d'Air Inter, approchaient de leur fin de vie, qui était programmée pour 1975 à peu près, dernier vol. Et il allait donc falloir renouveler ces avions. Et une étude de marché réalisée à l'époque en 1966-67 à peu près avait démontré que le transport aérien allait considérablement évoluer en Europe du fait des liaisons de plus en plus importantes entre capitales et grandes villes européennes et que le besoin estimé était de l'ordre de 2000 avions sur une vingtaine d'années à l'horizon 1970. Oui. De ce fait, Dassault s'est intéressé à ce programme. Et notamment sur ces bases d'avions court courrier, ce qui est tout à fait particulier pour l'époque. Bon, il existe donc des longs courriers, moyens courriers, courts courriers. L'avantage d'un court courrier, c'est qu'il peut être optimisé pour des étapes très courtes, optimisé en termes de masse, optimisé en termes de performance, etc. Donc pour des étapes de 1500 km et de l'ordre de 1h30 maximum. Donc l'étude a été lancée dès 1968 à peu près chez Dassault, a abouti au lancement, à la mise en fabrication d'un prototype en 1969, lequel prototype a fait son premier vol en 1971, et c'était même le 28 mai 1971 pour être précis, et quelques jours plus tard, il arrivait au Salon du Bourget de 1971 pour être présenté déjà au public. Un deuxième prototype a été réalisé ensuite, qui a fait son premier vol en 1972, et l'avion Mercure, le programme Mercure, a obtenu son certificat de navigabilité en 1974 et a été mis en service aussitôt sur les lignes d'Air Inter. Les performances annoncées par Dassault étaient tellement intéressantes sur le plan économique que plusieurs compagnies aériennes se sont portées candidates, ont passé des options d'achat, notamment, alors bien sûr Air Inter en priorité, mais également Sabena, Alitalia et autres compagnies européennes. Et donc tout était bien parti. Le programme a été lancé. Air Inter avait pris une option sur 10 avions qui ont été lancés en fabrication. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1973, il y a eu la crise du pétrole, guerre du Golfe, la crise du pétrole. Le prix du pétrole est parti en flèche, mais aussi le prix du kérosène. Or, l'avion était très performant et construit avec les moteurs disponibles à l'époque, qui n'étaient pas des moteurs spécialement économiques en carburant, les Pratt & Whitney JT8D. Et de ce fait, beaucoup de compagnies se sont dit, oulala, se lancer dans un nouveau programme, avec tout ce que ça implique de mise en place de structures, d'infrastructures, de formation du personnel, des pilotes, des techniciens, etc., c'est très coûteux, alors que dans quelques années, il y aura peut-être des programmes avec des avions dotés de moteurs plus économiques qui n'existaient pas à l'époque. Donc de ce fait, le programme a été brutalement arrêté. Il n'y a eu que 10 avions de construits, et puis alors, ces avions ont volé sur les lignes d'Air Inter jusqu'en 1995, et puis bien sûr, arrivés en fin de possibilité de vol, ont été arrêtés les uns après les autres, dont le FBTTD dans lequel on se trouve aujourd'hui. Alors FBTTD, lettre D, ça veut dire 4e avion de série, qui a été donné par Air Inter au musée de l'air et qui est arrivé le 2 mai 1995 ici.
Alors pour Dassault, c'est clair que c'est le seul programme d'avion commercial de transport de passagers construit par Dassault. Il n'y en a eu ni avant ni après. Dassault est connu pour ses avions militaires et ses avions d'affaires Falcon, enfin Mystère ou Falcon, et ne s'était jamais lancé dans des programmes d'avions de transport de passagers. Donc pour Dassault, c'est vraiment une étape extrêmement importante. C'est aussi un avion, il faut le savoir, du fait de l'expérience de Dassault, acquise en avion militaire notamment, qui a intégré tout de suite des technologies très avancées pour l'époque. Et c'est ce qui en a fait l'intérêt. On peut résumer ses performances. C'est un avion qui est donc conçu comme un court courrier, donc optimisé en termes de masse, qui utilise des technologies militaires comme les commandes de vol hydrauliques, la visée tête haute, ce qu'on appelle le HUD, qui était vraiment novatrice à cette époque-là, et d'une manière générale des techniques de fabrication assez avancées en matière d'usinage panneaux structuraux, etc. Tout ça pour faire des gains de masse. Alors le gain de masse, on peut l'illustrer sur un court courrier comme le Mercure. On est arrivé à un ratio extrêmement intéressant. On va donner deux chiffres. Un long courrier comme le 747, il y a à peu près 1 tonne de structure par siège passager. Un avion comme moyen courrier comme l'Airbus A320, etc., l'ordre de grandeur, c'est à peu près 500 kg par siège passager, parce que déjà c'est un moyen courrier, donc les réservoirs sont plus petits, il y a moins de masse, c'est évident, et il emmène moins de carburant. Et le Mercure, c'est 330 kg par siège passager, ce qui représente évidemment une optimisation très importante en termes d'économie, de carburant notamment. Et puis sur les performances, ce qui permet avec la motorisation des moteurs Pratt & Whitney JT8D de 7 tonnes de poussée chacun, d'avoir des vitesses de montée extrêmement rapide pour atteindre le plafond de 25 000 pieds, voler à Mach 0,84 en croisière et puis avoir des descentes rapides et des temps d'atterrissage donc réduits. Pour eux, c'était un challenge intéressant que de lancer le Mercure et d'obtenir des résultats aussi intéressants. Alors, du fait que c'est un court courrier et qu'il était conçu pour des escales courtes, l'intérêt d'Air Inter, c'était de toute compagnie aérienne, d'ailleurs, de le faire tourner avec un maximum de rotation chaque jour. Et à l'époque, cet avion a été conçu avec un escalier d'accès des passagers intégré dans l'avion, qui permettait donc, dans les escales, de ne pas avoir à attendre une passerelle qui venait avec quelquefois un peu de retard, et donc, encore une fois, d'optimiser les temps d'escale. Air Inter, on a été très satisfait de cet avion, et d'ailleurs il a été surnommé par les commandants de bord et les pilotes d'Air Inter, il avait été surnommé le chasseur d'Air Inter, eu égard à ses performances de montée, de manœuvrabilité, etc., qui étaient exceptionnelles pour l'époque, et qui, pour les pilotes d'Air Inter, du Mercure, leur faisait un peu penser à la maniabilité d'un avion de chasse, puisque eux-mêmes étaient pour beaucoup originaires de l'armée de l'air. Sur le Mercure, on a franchi un cap en termes de technologie, puisque par exemple tous les rivets de peau sont des rivets en titane. Pour assembler les panneaux de fuselage ainsi que les panneaux de voilure, il y a ordre de grandeur 100 000 points de fixation par avion, ce qui représentait un joli challenge à l'époque pour les passer en structure titane pour des raisons de gain de masse et de performance, bien sûr. L'association a été créée en mai 1995, au moment où le Mercure FBTTD est arrivé au Bourget. Mercure qui avait été donné par Air Inter au musée de l'Air quand il est arrivé en fin d'exploitation, après de 35 000 heures de vol et puis 43 000 cycles d'atterrissage, décollage, etc. Et le président de l'époque du musée de l'Air, le général Siffre, avait dit « Moi je veux bien accepter l'avion, mais à une condition, c'est que vous mettiez en place une structure pour maintenir cet avion en état. Je n'ai pas les moyens dans le musée d'assurer une maintenance complète. » Donc très vite, les gens qui travaillaient chez Air Inter et chez Dassault à l'époque ont dit « Oh oui, on crée une association ». Et tout de suite, il y a eu une bonne centaine d'adhérents qui se sont immédiatement mis au service de cet avion.
Et depuis donc 1995, l'association perdure. Elle était forte d'une centaine de membres dès le départ. Et aujourd'hui, on est encore 116 pour être très précis, puisque nous avons eu 2 adhésions dans l'année, et que les adhésions se renouvellent, puisqu'on en est à l'adhérent numéro 391 aujourd'hui. Alors quand on dit une bonne centaine de membres, ça ne veut pas dire 100 personnes actives tout le temps. En fait, il y a un noyau actif qui intervient tous les samedis, éventuellement le mercredi, pour assurer des travaux de maintenance, d'entretien et travaux divers sur l'avion. Et ce petit noyau est constitué de 6 à 7 personnes environ. Et puis l'autre opération dont on est assez fier, c'est d'avoir... il y avait le prototype du Mystère 20 qui avait fait son premier vol en 1963, si j'ai bonne mémoire. Et on a obtenu l'aide du musée, l'accord et l'aide du musée pour pouvoir restaurer complètement le Mystère 20. Ça a duré presque 2 ans. 2011 à 2013, presque 2 ans de réflexion, mais alors purement cosmétique. Donc tout l'intérieur a été traité anti-corrosion, etc. Et tout l'extérieur a été repeint au livret du Mystère 20 d'origine. À peu près 3000 heures de travail, la restauration du Mystère 20. Le Mercure, comme je le disais tout à l'heure, c'est le seul programme d'avion commercial conçu par Dassault, donc il a une valeur indéniable sur le plan de présentation dans un musée. Et il représente aussi une transition technologique importante entre l'époque Caravelle et l'époque des premiers Airbus, puis Airbus A320, etc. Donc c'est un élément important dans l'évolution de la technologie qui soit présenté sur le musée. Je trouve ça tout à fait remarquable. Alors, bien sûr, notre objectif, c'est de maintenir l'avion dans un état de présentation le plus proche de son état d'origine, pour le présenter aux visiteurs. Alors, les visites, c'est toujours quelque chose... Bon, de l'extérieur, il n'y a pas de problème, hein, il est visible tout le temps. L'intérieur, c'est un petit peu plus compliqué, parce que comme tout avion en l'état, il faut éviter qu'il y ait trop de monde, etc. En pratique, il est visitable à l'occasion des journées du patrimoine, bien sûr, et également la nuit des musées ou la nuit des étoiles, parce que l'avion de nuit présente un réel intérêt du fait que tout est illuminé, les instruments de bord, etc. Donc ça vaut le coup. On va remonter, pas jusqu'à 1995, mais il y a quelques points quand même, parce qu'il y a eu des étapes importantes. Le plus important, ça a été de mettre en place dans l'avion un système de chauffage et de ventilation permanent. Parce qu'un avion qui ne bouge plus, l'humidité s'installe, la moisissure, les odeurs, et ça se dégrade extrêmement vite. Donc très vite, il a été mis un système de chauffage électrique avec 2 turbines qui sont dans les cases d'équipement et qui permettent d'assurer en permanence dans l'avion une température de l'ordre de 12 à 14 degrés en permanence, même quand il fait très froid dehors. Donc ça évite tous les phénomènes de condensation. Lesquels phénomènes de condensation? C'est de l'humidité, donc c'est des points de corrosion, des contacts électriques qui s'abîment, etc. Donc c'est vraiment vital. C'était vraiment vital de mettre ça en place. Un autre point important qui date de déjà de nombreuses années, ça a été le bridage du train avant. On a mis en place un bridage et du train avant et du train principal, de manière que même en cas de très fort coup de vent, l'avion ne bouge plus. Ça, c'était les 2 points importants. Ensuite, dans les travaux, alors là, ils ont été multiples depuis l'origine, ne serait-ce que très, très prosaïquement de protéger la moquette par un passage pour permettre aux visiteurs de ne pas dégrader la moquette. Il y a eu la réfection des sièges pilote-copilote qui ont été entièrement refaits parce que les sièges étaient vraiment très, très abîmés.
Ils ont été intégralement refaits il y a quelques années. Et puis à côté de ça, on a tous les petits ennuis périodiques qui apparaissent. Alors j'évoquais tout à l'heure la rupture de l'articulation col de cygne entre guillemets bien sûr, de la porte passager arrière. Ça a été un très gros travail parce qu'il faut déposer une porte. C'est pas léger, mais après il y a beaucoup de travaux permanents, tous les problèmes électriques par exemple, vous avez les ballasts d'éclairage qui les uns après les autres finissent par lâcher. Jusqu'à présent on a réussi à les réparer, remplacer des tubes, etc. Remplacer des systèmes d'éclairage sur les hublots latéraux, sur les panneaux latéraux. Et puis lors de la dernière opération en date, c'est comme vous le voyez, le remplacement des hublots intérieurs qui s'opacifient avec le temps, parce que on appelle ça de l'altuglas, c'est un genre de plexiglas qui, exposé aux UV, aux variations de température, finit par se fissurer, se délaminer à l'intérieur, et on a une opacification. Il n'y a pas d'autre solution que de remplacer à l'identique ce qu'on est en train de commencer à faire. Et ça va prendre du temps, parce qu'il y en a quand même une vingtaine à remplacer. Donc pour remplacer ce hublot, il faut déposer l'ensemble du panneau d'aménagement qui est tenu par des petits verrous. Voilà. Tac. On fait attention à l'isolant qui est à l'intérieur, puisqu'on a donc tout l'isolant thermique qui est appliqué sur ce hublot. On voit derrière le hublot extérieur. Alors lui, ce hublot, il est malheureusement rayé, et là, il n'y aura pas d'autre solution que ou bien d'arriver à le polir pour enlever les rayures, ou bien de le remplacer, mais ce qui sera beaucoup plus compliqué, parce que c'est un hublot épais, tenu par un joint, et le fait de déposer le hublot remet en question toute l'étanchéité de l'avion. Derrière, entre les deux, on a un hublot intermédiaire d'épaisseur moyenne, et puis c'est donc ce hublot intérieur que l'on va déposer, et ça, on va aller faire ça sur un établi, ce qui sera nettement plus commode que sur place. Donc pour poursuivre avec le remplacement des hublots intérieurs, on a donc déposé le panneau d'aménagement. Bien sûr, il a été dévissé entre-temps. On dépose bien sûr l'encadrement. On décolle, puisque ça c'était collé avec de l'adhésif, on décolle le matelas d'isolation thermique aluminium. Et on accède, il vient d'être enlevé, au hublot d'intérieur qui est ici, qu'on démonte, qui est tenu par un joint, lequel joint est ici, voilà, qui tient ce hublot. Alors là, évidemment, quand ils sont très opacifiés, comme c'est le cas, au moment où on dépose le joint et toutes les vis qui le tiennent, hop, on voit tout de suite les contraintes qui font que le hublot lui-même se déforme et prend une allure bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc pour remplacer ce hublot, on réalise un gabarit sur de l'altuglas par contre, et on va donc le découper au format avec tous les perçages qui sont prévus autour.